Découverte de caches d'armes à Tesker et Niamey, le regard accusateur de Niamey envers la France et les proches de Bazou. Après l'annonce par les services de sécurité en début du mois de la découverte d'une cache d'armes de guerre à Tesker, dans la région de Zindé, soupçonnée d'appartenir aux proches du régime déchu de Bazou Mohamed, c'est à Niamey qu'un nouvel arsenal a été découvert. Il s'agissait d'une villa précédemment occupée par des militaires français et des locaux de la mission européenne Capcir. Pour les autorités nigériennes, ces découvertes témoignent clairement des velléités de déstabilisation orchestrées par la France et les proches de l'ancien président. Les perquisitions menées par les services de police judiciaire, de gendarmerie et de police scientifique ont permis de découvrir un véritable arsenal de guerre destiné à mettre en œuvre une stratégie de déstabilisation du pays. Les images diffusées par la RTN montrent un important lot de matériel militaire et de munitions, ainsi que des moyens de communication satellitaires et des équipements de camouflage. Cette découverte fait suite à une opération menée le 7 février dernier dans la région de Zindé, où un stock de matériel militaire avait été trouvé. Selon les autorités, ce matériel appartenait à des individus proches de l'ancien régime, cherchant à déstabiliser le Niger. Malgré le départ des soldats français et la dénonciation de l'accord pour Cap Niger, les services de sécurité restent vigilants pour parer à toute éventualité. Découverte de caches d'armes à Tesker et Niamey, le regard accusateur de Niamey envers la France et les proches de Bazou. Après l'annonce par les services de sécurité en début du mois de la découverte d'une cache d'armes de guerre à Tesker, dans la région de Zindé, soupçonnée d'appartenir aux proches du régime déchu de Bazou Mohamed, c'est à Niamey qu'un nouvel arsenal a été découvert. Il s'agissait d'une villa précédemment occupée par des militaires français et des locaux de la mission européenne Capcir. Pour les autorités nigériennes, ces découvertes témoignent clairement des velléités de déstabilisation orchestrées par la France et les proches de l'ancien président. Les perquisitions menées par les services de police judiciaire, de gendarmerie et de police scientifique ont permis de découvrir un véritable arsenal de guerre destiné à mettre en œuvre une stratégie de déstabilisation du pays. Les images diffusées par la RTN montrent un important lot de matériel militaire et de munitions, ainsi que des moyens de communication satellitaire et des équipements de camouflage. Cette découverte fait suite à une opération menée le 7 février dernier dans la région de Zindé, où un stock de matériel militaire avait été trouvé. Selon les autorités, ce matériel appartenait à des individus proches de l'ancien régime, cherchant à déstabiliser le Niger. Malgré le départ des soldats français et la dénonciation de l'accord pour Cap Niger, les services de sécurité restent. Il s'est rendu au siège du parti UDD et a discuté avec plusieurs organisations de la société civile réunies pour accompagner la transition, dans le cadre de son initiative soutenue par son parti Yelema. Il a rencontré le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le bureau de la Chambre des métiers, le bureau du Conseil national du patronat du Mali, CMPM, et le bureau de la Jeune Chambre internationale, JCI. Il a été reçu par les organisations socioculturelles Iganda et Jinadogo. Le monde religieux n'a pas été en reste, car Muzamara a été reçu par des représentants d'associations, d'organisations chrétiennes et de grandes familles et personnalités musulmanes. Dans le cadre de son initiative de rassembler les forces vives autour de la transition, il a été reçu par le Premier ministre à ses bureaux. J'ai présenté la démarche et fait le point avec le chef du gouvernement sur les différentes démarches engagées. Nous sommes convenus de poursuivre les efforts pour assurer l'unité des Maliens en cette période particulièrement sensible de notre histoire, a précisé Muzamara. Notons également que l'ancien Premier ministre a séjourné dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, où il a partagé les fondements de son initiative et les activités menées jusqu'à présent. Je reste optimiste pour la suite, déclare-t-il en faisant le compte-rendu d'une de ses rencontres sur sa page Facebook. Mais au-delà de cette déclaration d'intention, que cherche vraiment Muzamara ? Passer d'une logique d'exigence de retour à l'ordre constitutionnel à un appel à l'unité pour la réussite de la transition suscite des interrogations. En effet, son parti, le YMA, était l'une des figures de proue du cadre de concertation qui réclamait le retour à l'ordre constitutionnel. La démarche de Muzamara, bien que louable, laisse les acteurs politiques sur leur garde. Se faire remarquer dès à présent peut être une bonne chose, mais il est crucial de rester vigilant quant aux intentions réelles derrière ce changement de cap. En tout cas, la démarche de Muzamara, même si elle est louable, laisse les acteurs politiques sur leur garde. Se faire remarquer dès à présent peut être une bonne chose, mais il est crucial de rester vigilant quant aux intentions réelles derrière ce changement de cap à la fin de la transition, lorsque les mérites seront attribués à ceux qui auront contribué à sa réussite, il y aura une bousculade au portillon des autorités actuelles. Se faire remarquer dès maintenant n'est pas une mauvaise chose, et qui sait, peut-être Muzamara deviendra-t-il le joker civil des autorités militaires de la transition,
en reconnaissance des services rendus. Cela pourrait également être un bon tremplin pour les élections à venir, comme le suggère le chef d'un parti politique. En tout cas, l'avenir nous dira quel rôle Mousamara jouera dans cette période de transition et comment il sera perçu par les différentes forces politiques du pays. Les services de sécurité ont découvert un important stock d'armes dans la région de Zindé, au Niger, soupçonné d'appartenir à des proches de l'ancien président Bazou. Cette découverte renforce les accusations contre la France et les partisans de l'ancien régime, déjà suspectés de déstabilisation. Parallèlement, l'ancien Premier ministre Mousamara s'engage dans une initiative de rassemblement des forces vives pour soutenir la transition en cours. Sa démarche suscite des questions sur ses motivations réelles et son rôle futur dans la politique du pays. À la une de la presse, jeudi, les débats houleux à la Chambre des communes britanniques lors du vote d'une motion appelant à un cessez-le-feu à Gaza, une alerte sur la situation humanitaire dans le camp de réfugiés de Zanzam, au Darfour du Nord, et dans les camps du Bangladesh accueillant des Rohingyas. Une lettre de l'opposant russe Vladimir Kara-Murza, la mort de l'actrice française Micheline Press, et les bienfaits des chaussures à talons. Le journal The y évoque le chaos au Parlement, où plusieurs députés ont carrément quitté leur banc pour protester contre la décision du président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, d'autoriser les travaillistes à déposer un amendement sur la motion d'un autre parti d'opposition, le parti indépendantiste écossais, l'amendement du Labour comme la motion du SNP portant tous deux sur un cessez-le-feu à Gaza. C'est assez technique, mais cette enfreinte aux usages a provoqué la fureur à la fois des conservateurs et des nationalistes écossais, obligeant le speaker de la Chambre des communes à présenter ses excuses, d'après The Daily Telegraph, qui annonce que Lindsay Hoyle se retrouve sur la sellette. The Guardian explique que ce psychodrame va toutefois bien au-delà d'un simple débat sur le respect des usages à Westminster, puisqu'il se serait agi, en réalité, pour le patron du Labour, Keir Starmer, d'employer ce stratagème pour éviter une fronde interne, alors qu'un nombre croissant de travaillistes, une centaine actuellement, sur 198 députés au total lui reprochent de n'appeler qu'à des pauses humanitaires dans la guerre Israël, Hamas et exige qu'il durcisse sa position en réclamant un cessez-le-feu immédiat. The Guardian alerte aussi jeudi sur la situation humanitaire dans le camp de réfugiés de Zanzam, au nord Darfour. Conséquence du conflit qui a démarré en avril dernier au Soudan, l'arrivée massive de réfugiés dans ce camp créé au milieu des années 2000, après le génocide au Darfour, y entraîne une dégradation catastrophique des conditions de vie. Le quotidien britannique cite le chiffre de l'ONG Médecins sans frontières, selon laquelle la faim et les maladies provoquent la mort d'un enfant toutes les 2 heures. Et il ne s'agit là que d'un chiffre pour un seul camp dans un pays qui en compte des centaines, dans un Soudan où cette aggravation de la crise humanitaire a été éclipsée par la guerre en Ukraine et l'offensive israélienne à Gaza. Eux aussi victimes de ce que l'ONU a qualifié de nettoyage ethnique en Birmanie, près d'1 million de Rohingyas ou une minorité musulmane ont trouvé refuge au Bangladesh voisin. L'envoyé spécial de Libération s'est rendu dans le sud-ouest du Bangladesh, à la frontière avec la Birmanie, une région où 34 camps regroupent le plus grand nombre de réfugiés au monde dont plus de la moitié a moins de 20 ans. D'après Libé, l'avenir de ces jeunes est le boucher car les réfugiés n'ont pas la possibilité de faire d'études supérieures ni le droit de sortir de ces camps ou de travailler librement. Le journal rapporte que le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés a tout de même lancé un programme de formation professionnelle pour permettre à 8000 jeunes d'apprendre des métiers en forte demande à l'intérieur des camps, des électriciens, de plombiers ou des couturiers qui obtiennent, en échange de leurs services, des petits salaires. Ces maigres revenus permettent à quelques-uns de faire face à un problème également croissant dans ces camps, la crise alimentaire, là encore, en raison de la multiplication des autres crises notamment en Ukraine et au Proche-Orient. La guerre en Ukraine, qui s'apprête à entrer dans sa 3e année et dont la dénonciation a valu à Vladimir Kara-Murza une condamnation, en Russie, à 25 ans de prison pour haute trahison. Depuis sa cellule en Sibérie, l'opposant à la guerre et à Vladimir Poutine a tout de même réussi à faire passer un texte, publié par le quotidien italien La Repubblica.